La lecture est un acte de générosité entre l'auteur et le lecteur. Chacun compte sur l'autre, chacun fait confiance à l'autre et exige de l'autre autant que de lui-même. Cette citation de Jean-Paul Sartre n'a pas été prise par hasard. Nous fêtons cette année les 120 ans du prix Nobel de littérature et Jean-Paul Sartre a été le seul à refuser ce prix parmi les 15 récipiendaires français. Il se trouve qu'à Bordeaux, on a un fameux récipiendaire du prix Nobel, François Mauriac, et il se trouve que j'aime beaucoup François Mauriac. Pour le fond de ce qu'il écrit, c'est toujours un peu triste, mais en fait, François Mauriac, c'est comme une musique triste qui ferait du bien. C'est tellement bellement écrit que je n'ai pas résisté à vous lire Une enfance provinciale, en tout cas quelques extraits de François Mauriac, dans ce théâtre Molière, qui est un théâtre dont j'ai fait l'acquisition juste avant la crise et qui a été malheureusement plus longtemps fermé couvert depuis que j'en ai fait l'acquisition. Et du coup, je me suis fait le plaisir de pouvoir lire ces quelques extraits dans mon petit théâtre Molière. Cette ville où nous naquîmes, où nous fûmes un enfant, un adolescent, c'est la seule qu'il faudrait nous défendre de juger. Elle se confond avec nous, elle l'est nous-mêmes, nous la portons en nous. L'histoire de Bordeaux est l'histoire de mon corps et de mon âme. Un étranger attend que je décrive le grand théâtre de Louis, la bourse de Gabriel, mais ma petite enfance souffre dans la sombre rue du Mirail, du côté de la grosse cloche, et j'en poursuis le fantôme pitoyable dans la brume de ces quartiers morts. J'y erre aujourd'hui parmi les décombres connus de moi seul. Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements de ma vie. Quand le train retentit sur le pont de la Garonne, et qu'au crépuscule j'aperçois tout entier l'immense corps qui s'étire et qui épouse la courbe du fleuve, j'y cherche la place marquée par un clocher, par une église, d'un bonheur, d'une peine, d'un péché, d'un songe. Bordeaux, c'est mon enfance et mon adolescence détachées de moi, pétrifiées. Voici l'endroit de ma candeur première. Voici le lieu où je fus pur. Le vaisseau de la cathédrale se lève au-dessus des toits dont l'un abrita ma vie commençante. Jusqu'à ma 20e année, mon destin tenait dans cette ville et dans sa campagne. Il en a épousé strictement les contours. Une muraille de la Chine séparait pour moi la Guyenne du reste de l'univers. Mes frères et moi, nous voyagions guère plus que n'avaient fait nos grands-parents, du temps des diligences. Le chemin de fer n'allait pas pour nous au-delà des propriétés où mon père, jeune homme, se rendait sans peine à cheval, en poste douce. M'en plaindrais-je? Un grenier suffit à Rimbaud, enfant pour connaître le monde et illustrer la comédie humaine. Il m'a suffi de cette ville triste et belle, de son fleuve limoneux, des vignes qui la couronnent, des pignadas, des sables qui l'enserrent et la font brûlante, pour tout connaître de ce qui devait m'être révélé. Où que j'aille désormais, au-delà des océans et des déserts, mon miel aura toujours le goût de la bruyère chaude, en août, quand l'appel du tocsin et l'odeur de la résine brûlée interrompaient mes devoirs de vacances. Quelque douleur qui m'attendent encore, je sais que je l'ai par avance connue dans la clarté mortelle des jours où je devins un homme, sur cette terrasse, à 40 kilomètres de Bordeaux, près d'un calvaire. Plusieurs qui admirent ou haïssent notre étoile levée flattent en nous un beau destin commençant, mais nous savons au plus secret de notre âme que tout est déjà fini. Notre enfance à Bordeaux fut une préfiguration, une muraille de la Chine. Mais de ce petit pays qu'elle délimitait, je me souviens comme d'un monde aux nombreux climats différents, chacun ayant son ciel, ses fleurs, ses bêtes, son atmosphère. L'Aquitaine était bien plus vaste à mes yeux que ne l'est la terre entière pour le héros qui le matin déjeune à Paris et qui le soir descend de son avion sur un champ de Moscou. Sa machine rétrécit misérablement la planète, tandis que mon cœur créait, dans son étroit domaine, toute une voie lactée d'univers. De la ville seule, je ne saurais dénombrer tous les visages. Le quartier de la Grosse Cloche avec la rue du Mirail où je fus, à 5 ans, chez les sœurs, puis à l'institution Sainte-Marie ressuscitée, une figure chétive d'enfant que les maîtres n'aiment pas. L'enfant a autant besoin que l'homme d'être beau pour être aimé. Oui,
À Bordeaux, tandis que désespérément je regardais du côté du bonheur, quelqu'un préméditait ma vie. J'eusse pu déchiffrer mon destin futur avec plus de sûreté que dans les plis de mes mains. Les vertus et les vices de l'adolescent ressemblent à ces créatures où, au commencement du monde, lorsque Dieu ne leur avait pas donné encore de nom, tous les éléments étaient là, qui, confondus, ne pouvaient produire un autre être que celui-là que tu es aujourd'hui. Penchants heureux ou détestables, ignorés ou méconnus, ou vaincus, et qui toujours renaissent, s'obstinent, profitent d'une seconde d'inattention, d'oubli ou de complaisance, pour soudain foisonner et tout envahir. Tu les recelais, mais sans les connaître. Suis aujourd'hui cette rue de Bordeaux, jusqu'à cette maison dont tu observes la croisée, et où se penche une jeune fille inconnue, comme tu te hâtais vers ces pierres autrefois. Ce qui dans ce temps-là t'y attirait remonte du plus profond de tes jours, et ce qu'alors tu pouvais discerner, soudain s'éclaire. Tu ne découvres qu'après 20 ans écoulés le nom du mauvais maître dont tu subissais le joug, et celui de l'ange qui déjà te suivait dans ton pèlerinage. Chaque destinée humaine comporte une révélation où, comme dans la révélation chrétienne, les prophéties ne prennent de sens que lorsque les événements les ont éclairées. Bordeaux te rappelle cette saison de ta vie où tu étais entouré de signes que tu ne sus pas interpréter. Alors la ville maternelle touchait doucement toutes les places douloureuses de ton cœur et de ta chair pour que tu fusses averti et que tu te prémunisses contre les destins. Elle t'a exercé à la solitude, à la prière, à plusieurs sortes de renoncements. En prévision des jours futurs, elle t'emplissait de visages grotesques ou charmants, de paysages, d'impressions, d'émotions. Enfin, de tout ce qu'il faut pour écrire. Tu ne l'as payée que d'offenses. Mais elle te pardonne. Peut-être même te réserve-t-elle, comme à certains de ses fils, d'une gloire médiocre. Maxime Lalanne ou Léon Valade. Un buste à quelques tournants d'allées du jardin public. Un de tes jeunes amis parisiens, devenu grisonnant et illustre, viendra entre deux trains pour l'inauguration et lira un discours sous un parapluie que l'on verra bouger 3 secondes sur l'écran du pâté journal. Puis, la petite troupe dispersée, il ne restera plus que les moineaux qui couvriront ton effigie de larmes blanches et les enfants pour qui tu ne sauras rien que le but dans leur partie de cache-cache. Le Grand Prix des librairies, entre les mains de 2 Bergeracois. Caroline et Baptiste, patrons de la Colline aux Livres, sont officiellement à la tête de la meilleure librairie de France, selon le magazine Livre Hebdo. C'est une grande reconnaissance pour le travail qu'on fait et on est très heureux de pouvoir le partager avec notre équipe, les lecteurs, les clients de la librairie. C'est très valorisant et ça tombe à un bon moment pour nous puisqu'on a repris en 2018 et on est dans des années où on est encore en train de pérenniser le projet commercial de la librairie. De l'aménagement intérieur de la librairie à la mise en valeur des ouvrages, le jury de professionnels s'est basé sur de nombreux critères. Point fort de la Colline aux Livres, la sélection de pépites, parfois éclipsées par les succès commerciaux. Un très très beau livre qui s'appelle Effrappe le père à mort, d'un auteur qui s'appelle John Wayne, qui est un très beau titre qui a été publié pour la première fois dans les années 60. C'est tout notre plaisir et c'est ce qui fait que cette librairie-là a cette identité-là, c'est qu'on va aller chercher des éditeurs que peu connaissent et justement retrouver quelques petits bijoux comme ça qui sont passés inaperçus. Une passion du livre partagée sans compter, au fil de rencontres et autres ateliers, dans la librairie ou même à l'extérieur. Nous, on est très très contents de pouvoir justement sortir assez régulièrement. On va passer nos week-ends à l'extérieur pour des événements extrêmement variés. Ça peut être un marché aux plantes ou un très beau salon de la BD. En participant comme ça à des moments ponctuels sur des thématiques fortes proposées par des acteurs extérieurs, on interroge aussi notre assortiment et on peaufine pour être plus en adéquation avec les problématiques du territoire. Le Grand Prix des librairies est assorti d'un gain de 5 000 € et d'une notoriété nouvelle que les libraires bergeracois comptent bien mettre à profit pour faire venir de grands auteurs dans leur petite ville.
Il y en a tellement, c'est l'embarras du choix. C'est petit, mais c'est avenant, c'est agréable. La petite biblio n'est certes pas grande, c'est pourtant une médiathèque. Livres, BD, CD, DVD. Pour sa première visite, ce couple de retraités ne sait plus où donner de la tête. Des romans, plutôt des romans d'amour. L'idée a germé dans l'esprit d'une dizaine d'habitants il y a 1 an. Avec l'appui de la commune qui leur fournit gracieusement le local et les moyens techniques, ces bénévoles ouvrent 2 fois par semaine, les mardis et samedis. Une 50aine de personnes sont inscrites depuis début juin. Comment tu faisais avant ? Est-ce que tu allais dans une autre bibliothèque Non, j'y allais pas du tout. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de livres à emprunter à plusieurs kilomètres à la ronde. On a Ambazac qui se trouve à 9 km, mais il y avait beaucoup de personnes âgées et puis des jeunes aussi. Et en fait, on n'avait pas trop mesuré la demande, mais vraiment, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est ouverte depuis le 2 juin, elle correspond à un besoin. C'est quand même du lien social et culturel. Et donc, dans une zone rurale où les gens, finalement, n'ont pas accès à grand-chose, à moins de prendre leur voiture et d'aller assez loin, ça crée quand même un dynamisme. Mais ça prouve que la culture est accessible à tous. Apporter de la culture, mais aussi pourquoi pas des souvenirs. Dès l'inauguration de la bibliothèque, une dame âgée de la commune a demandé le roman qui avait marqué sa jeunesse. On lui a amené à domicile, c'était le bonheur complet. Et pour nous aussi, c'était de voir quelqu'un âgé qui ne se déplace pas, qui ne va jamais en bibliothèque et qui est heureuse de recevoir le livre qu'elle attend depuis des années. En nous le rendant, elle avait presque envie de le garder. Enfin, c'est un moment très fort, voilà. Des émotions que vivront aussi, plongés dans leurs livres ou leurs albums, les lecteurs de la petite biblio. Église neuve d'Issac, ses champs à perte de vue, son église Sainte-Marie et sa bibliothèque municipale, ouverte 2 fois par semaine, mais déserte en ce mercredi matin. Comme c'est une petite commune, une petite bibliothèque, il n'y a jamais énormément de monde. On va dire ça va de 0, et je crois que là encore c'est 9 pour une ouverture. Romans, littérature régionale et livres historiques. En 9 ans, la petite bibliothèque a accumulé plus de 2000 ouvrages. M-I-M-O, voilà. Bruno, bénévole et maître des lieux, a même constitué un fonds propre sur une thématique plutôt originale. Je suis un amoureux du Québec, donc j'ai eu l'idée pour donner une personnalité à notre bibliothèque de proximité, de faire un fonds particulier sur le Québec. Avec un budget municipal de 700 € par an, soit 5 € par habitant, la bibliothèque acquiert 400 nouveaux livres chaque année. Désormais, les 140 administrés ne se déplacent plus pour se cultiver. Ils devaient se déplacer à Mussidan ou je ne sais pas où, il n'y avait rien, quoi. Tout le monde a besoin de culture, c'est sûr, dans la vie, c'est ce qu'il faut, il en faut. Il faut y pouvoir y accéder le plus facilement possible, voilà. Et chez nous, c'est gratuit, que ce soit pour les gens de la commune ou ceux des communes avoisinantes qui viennent nous voir. Ici, pas d'ordinateur ni de logiciel. On est à l'ancien système, alors c'est-à-dire qu'on a des fiches adhérents. Vous avez une petite fiche dans chaque livre. Le charme d'emprunter un livre à la campagne. Église neuve d'Issac est d'ailleurs le plus petit village de Dordogne à disposer d'une bibliothèque. Joe Nesbo, Dan Brown, le Périgourdin Martin Walker bien sûr, ils sont tous sur les étagères de la BAM. Comprenez la bibliothèque anglaise de Méral, la seule de ce genre en Dordogne. Roger et Marion, couple d'Anglais installés en France depuis une 30aine d'années, ont fait construire cette maisonnette spécialement pour y établir la bibliothèque. C'est difficile à trouver des livres anglais ici, à ce moment-là, pas maintenant, mais... et avec 3 amis, on a commencé l'association BAM. Et je pense à le début, on avait 250 livres, c'est tout. Aujourd'hui, la bibliothèque dispose de plus de 4000 livres, essentiellement grâce à des dons de la population locale. I think we had that already. Okay. Mais aussi grâce aux cotisations de ses 182 adhérents, 15 € à peine par an, une petite trésorerie qui permet d'acheter des livres en ligne, y compris les plus récents. Le choix des livres, c'est formidable. Je m'étonne que c'est si bon.
Acheter les livres tout le temps, même avec Amazon, ça devient très très cher. Mais c'est aussi l'aspect social, de venir ici, de rencontrer des gens. Il y a beaucoup d'Anglais qui habitent ici et qui sont d'un certain âge et qui voient presque plus personne, mais viennent à la bibliothèque et rencontrent d'autres. Et pour faire des rencontres à la bibliothèque de Méral, il suffit d'aimer les livres et le thé, bien sûr. C'est important, l'eau, bouillir. C'est un endroit paisible, au cœur du Périgord noir. Un lieu idéal pour passer des vacances au calme. C'est pourquoi Jean-Pierre et Véronique ont pensé il y a 2 ans en faire un gîte. Bonjour, salut, tu vas bien ? Salut, ça va ? Mais voilà, ceci n'est pas un gîte classique. Est-ce que vous avez trouvé des livres à votre goût ? Bienvenue au Bibliogîte, un concept que ces anciens libraires ont eux-mêmes inventé. Tiens, d'ailleurs, il n'est pas Dickens, il faudra que je rectifie ça. Les gens louent, ils arrivent, ils sont généralement très contents de voir tous ces livres. Et puis souvent, à la fin, voilà, ils nous appellent, ils disent « on s'en va, ben voilà, alors on prend ça ». Ou alors, ils nous appellent en disant « qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Et puis là, Véronique et moi, on commence à parler « ça, si vous aimez ça, etc. » Et on se retrouve dans la peau du libraire, mais sans les inconvénients du métier. Un logement de vacances où les hôtes peuvent lire et acheter des livres. Une évidence pour Jean-Pierre et Véronique qui font fi des nouveautés et aiguillent les vacanciers vers les romans qui leur tiennent à cœur. Littérature anglaise, littérature américaine, mais des livres qui proposent une évasion, en fait, qu'elle soit tournée vers les grands espaces. On aime beaucoup les éditions Gallmeister, par exemple, mais moi j'aime aussi une littérature plus intimiste. Donc c'est très, très, très varié. Et forcément, toute la famille y trouve son compte, même les enfants. Le Temple du Soleil. Bon. Et toi ? Moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ma fugue de chez moi. Comme en vacances en général, on a énormément le temps de lire, de se poser. C'est très agréable de ne pas devoir se transporter avec une tonne de livres dans les valises. Donc de pouvoir en avoir à disposition et des livres qu'on n'aurait pas forcément pris. Ça, c'est très agréable, qu'on n'aurait pas forcément choisi. Un seul risque, en oublier de mettre le nez dehors. Mais ça, c'est une autre histoire. Il préfère que Gabriel soit loin, mais il se tait. Il l'a embrassée à la gare, il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs, qui garde dans le nez et la gorge. Quand le museau carré et chaud de la locomotive est apparu au bout du quai, Léon a sauté dans le wagon pour caser les valises de la Parisienne. Il préférerait qu'Hélène et Léon soient ses vrais parents et les cousines ses vraies sœurs. Il préférerait, mais il a toujours su la vérité. Gabriel est sa mère et on ne connaît pas son père. L'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont est l'histoire d'une quête, l'histoire d'un secret familial. Nous suivons en parallèle 2 histoires, une située dans le Cantal au début du XXe siècle et une autre par la suite dans le Lot, à Figeac. Ces 2 histoires vont progressivement se rejoindre et nous allons enfin découvrir le grand mystère de ce livre, à savoir comment peut-on se construire en tant qu'individu sans connaître le nom de son père. Marie-Hélène Lafont est une autrice française originaire du Cantal. Elle a déjà une dizaine d'ouvrages à son actif, a été nommée pour plusieurs prix et a reçu un concours de la nouvelle. On est sur des vies simples et progressivement, en mettant un vocabulaire très poétique, on arrive à avoir quelque chose de clair et de lumineux. Je trouve que le livre de Marie-Hélène Lafont est assez extraordinaire dans le sens où d'une histoire qui pourrait être compliquée à gérer pour une famille, elle en fait quelque chose de simple pour dépasser ce qui pourrait être bloquant, à savoir un secret de famille, pour finalement le rendre libérateur par la suite.
À l'aéroport, Black Manu arrose à l'enregistrement, à la douane, à la police. Il arrose tout ce qui est susceptible de contrôler un passeport et un faciès. Il ne sait pas comment prendre les compliments sur sa tenue et les sourires d'hommes et femmes qui le dépouillent de son argent. Mais Arsenal de Canonnier avait raison. Black Manu passe à Abidjan. À Roissy, le hasard lui assigne un policier noir. Le policier noir français a un sourire étrange. Peut-être faut-il l'arroser comme ses collègues ivoiriens. Black Manu est un roman qui met en scène l'arrivée en France, plus particulièrement à Belleville, d'un Ivoirien dans les années 90-2000. Ce type est un junkie et ce qui est plus particulièrement intéressant dans ce livre, mis à part la richesse de l'écriture, la richesse des images, des métaphores qui sont absolument truculentes, c'est le contraste entre cet homme venu de très loin avec des pratiques d'un autre monde et qui s'inscrit définitivement dans la zone parisienne des années 2000 et tout ça fait un mélange absolument détonnant, ça pète de joie et en même temps de terreur par instant, et c'est un bouquin truculent et formidable. Gauze, c'est un auteur qui est plutôt, je dirais presque du côté de la performance d'écriture. C'est un style incroyablement imagé, il y a des phrases extrêmement pulsées, extrêmement rythmées, il y a une musicalité considérable dans ce texte. Et donc il y a véritablement une sorte de fusion entre à la fois le classicisme occidental ou disons français et cette espèce d'enthousiasme, de couleur, de vie africaine. Ce qui m'a plu, c'est d'abord la langue, qui est une langue extrêmement truculente, très imagée, qui nous fait entrevoir ce qu'est l'Afrique ou ce que serait l'Afrique. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'autodérision dont fait preuve cet auteur qui se moque allègrement de tous les clichés possibles et imaginables. J'ai aimé l'absence de misérabilisme, j'ai aimé le fait que l'on parle de situations difficiles, de situations parfois dramatiques, avec amour, gaieté et luminosité. Lui vit sur la page de gauche. Salut! Elle vit sur la page de droite. Bonjour. Lui habite dans une plutôt grande maison. Celle-là, classe. Et elle demeure dans une assez chouette bicoque. Celle-ci, toute jolie. Et pourtant, lui est très amoureux d'elle. Et pourtant, elle est très amoureuse de lui. Oh, oui! Mais il y a un problème. Entre elle et lui, il y a la reliure. Ici, un fossé infranchissable. Les amoureux du livre, c'est un album jeunesse que l'on peut proposer à partir de 5 ans, qui parle de l'amour et qui parle aussi de la solitude et également de la séparation dans l'amour et du fait qu'on puisse être heureux en étant séparés. Frédéric Laurent donc, est l'auteur-illustrateur de cet album et il est né dans les années 80 et c'est un jeune qui a à son actif de nombreux ouvrages pour jeunesse et sa particularité c'est d'utiliser le livre comme objet et comme personnage également de ses histoires. Les personnages parlent au lecteur et donc on se retrouve dans une histoire presque à 4 je dirais, donc les 2 personnages principaux, le livre et le lecteur. Ça monte crescendo. L'illustration est blanche, les premières pages sont blanches et progressivement l'histoire se fait et vous êtes tenté d'aller voir sur la page d'avant tiens, il y a une différence, pourquoi et voilà, et ça participe de l'histoire. On peut également utiliser ce livre comme support pour les enfants par rapport au problème de la séparation et de dire que chaque personne peut être heureuse et libre même si elle est séparée des gens qu'elle aime. Et à l'heure actuelle, c'est quand même un message qui a du sens. On se rend compte qu'on peut vivre heureux en étant malgré tout seul ou isolé parce qu'il y a toujours la possibilité de retrouvailles. Et les retrouvailles sont matérialisées, je ne vais pas vous le dire, vous le verrez quand vous lirez le livre. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. De l'air qui poussait sur la terre. Mais au milieu de ce calme, il n'y a pas de peur en eux. Je ressemble un peu à Don Diego de la Vega, moins la moustache. Quand je parle, on me comprend bien. Hommes et femmes convergent. Mais au milieu de ce calme, j'ai sursauté. Et elle aussi. Il n'y a pas de peur en eux.
suis ravi de vous accueillir ici, dans ce superbe et magnifique théâtre Blossac. Blossac. C'est le boulevard Blossac qui borde ce théâtre, un nom qui nous est connu ici en Poitou et pour cause. Paul Esprit Marie de la Bourdonnais, chevalier comte de Blossac. Il a été intendant du Poitou pendant 35 ans, entre 1751 et 1786. C'est vous dire si le nom de Blossac est bien implanté sur notre territoire. Ce théâtre, quelle histoire! Tout a commencé en 1844, dans une ancienne église désaffectée. S'installe un premier théâtre, puis 55 ans plus tard, 1899, des travaux gigantesques pour créer ce théâtre à l'italienne. Non mais regardez, observez ce théâtre en fer à cheval, avec ses sculptures, ses peintures, et cet ensemble a été remarquablement restauré au XXIe siècle. C'était entre 2011 et 2013, et depuis, on profite de ce lieu, malgré toutes les difficultés. Alors, ce lieu est unique en son genre. J'ai envie de dire qu'il est pratiquement unique en France. Peut-être à une exception près, c'est le petit théâtre de Marie-Antoinette à Versailles. Versailles, justement, avec Louis XIV qui a voulu ce château, avec la cour qui y est accueillie, eh bien tout cela a donné des idées à l'auteur dont j'ai envie de vous lire quelques œuvres. Vous le connaissez toutes et tous, c'est Jean de La Fontaine. Alors pour deux raisons. Une raison d'abord historique, puisqu'on fête cette année, en 2021, le 400e anniversaire de sa naissance. C'était le 8 juillet 1621. Et puis deuxième idée, c'est surtout qu'il a de la famille maternelle, côté maternel, qui vivait en Poitou, dans notre belle région. Alors ça faisait deux motifs, évidemment, pour l'accueillir. Et j'ai choisi pour commencer deux courtes fables, des courtes fables qui sont intéressantes en cette période où nous vivons des choses quelque peu compliquées. Je trouvais que l'entraide, c'était bien de le souligner. Eh bien, je vous propose cette première fable de Jean de La Fontaine qui s'intitule « Le lion et le rat ». Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant de choses en preuve abondent. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe, aussitôt, usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long, le souper du croquant avec elle s'envole, point de pigeon pour une obole. Oui, décidément, l'entraide est plus qu'importante en cette époque troublée. Et puis j'avais pour terminer une troisième fable à vous proposer. Alors là, c'est historique, c'est incroyable. L'histoire ou la légende nous dit que cette fable a été écrite ici, à Châtellerault, en tout cas dans le Châtel rhodais. Pourquoi? Eh bien parce que Jean de La Fontaine vient de fuir précipitamment Paris. Son maître, son mécène, qui n'est autre que le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, vient d'être arrêté par D'Artagnan à la demande de Louis XIV. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à confondre sa cassette personnelle et les caisses de l'État pour construire son magnifique château de Vaux-le-Vicomte.
Jean de La Fontaine prend une voiture et part en direction du Limousin et s'arrête dans sa famille, ici, à Châtellerault, chez la famille Bidou. Et c'est là qu'il va écrire cette troisième petite fable que je vous livre et qui s'intitule « Le petit poisson et le pêcheur ». Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut, cherchez peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. » « Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. »« Rien qui vaille? Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas. » Montignac d'Ordogne, mars 2000. Les portes se ferment les unes après les autres. À croire que notre équipe ne rentre pas dans le cadre. On l'appelle la romancière épicière. Dans son petit commerce en Périgord noir, ses livres côtoient les conserves et les paquets de pâtes. J'ai un lectorat très fidèle depuis le début, depuis environ 2013. Date à laquelle j'ai publié mon premier livre. Son dernier opus est sorti pendant le confinement. Alors les habitants de la région viennent chercher l'ouvrage directement auprès de l'auteur, friands peut-être de s'y découvrir en personnage romancé. Tu te souviens, tu as cru que c'était toi et c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Et parfois aussi, j'intègre effectivement des clients dans on en reconnaît. C'est tous ces livres, bien sûr, hein, ouais. Bien sûr. Oui. Ils sont très bien d'ailleurs. Belle lecture alors, hein, tu me diras ce que t'en as pensé. Oui, bien sûr. Virginie Joigny s'inspire de son quotidien pour l'écriture. Dans son arrière-boutique, elle travaille déjà à son 5e roman, marqué profondément par le confinement. Les personnalités se révèlent. Il y a des gens, les gens soit ont peur, soit il y a des gens qui sont plutôt courageux, soit il y a de tout. Et c'est vrai que oui, ça m'a inspirée. Ouais, j'en parlerai certainement dans le prochain. Nous n'en saurons pas plus de l'histoire. Sortie prévue en 2021. C'est sous un ciel contrasté, mêlé de soleil, d'averses et de vent, que nous rencontrons Catherine Poulain dans son repère au parfum de bout du monde. C'est ici, au bord de l'estuaire de la Gironde, qu'elle a écrit les dernières pages de son roman « Le Grand Marin », au succès fulgurant. Un retour aux sources, comme une escale, pour retrouver le goût des étés et des vacances passées en Médoc. J'ai eu la chance de trouver Scarlet qui était en vente. Et je rêvais depuis très très longtemps. Et oui, je rêvais justement d'être posée comme ça entre la terre et l'eau. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'y dors parfois. Oui, la plus belle des choses, c'est d'entendre la marée qui arrive dans mon sommeil. Alors parfois, elle arrive, on l'entend de loin, enfin je l'entends de loin, et parfois c'est juste un petit chuchotis, un petit clapotis. Et sans dans les rêves, ça vous pénètre. Et lorsque je me réveille, eh bien, j'ai l'impression que je suis toute lavée, je suis toute...
Une bouffée d'oxygène pour cette amoureuse des grands espaces après le tourbillon médiatique. Pas moins de 11 prix littéraires pour un premier roman inspiré de ses années de pêche en Alaska. Une histoire à mi-chemin entre Marguerite Duras et Jack London. Et pas question de s'arrêter là. Car dans la foulée, elle publie Le Cœur blanc, son deuxième livre, autour des saisonniers. Un thème qu'elle connaît bien pour avoir été ouvrière viticole. Là, je parle de certains saisonniers qui, eux, sont des nomades, qui bougent avec les saisons. Le travail est le même, bien sûr, mais c'est un peu comme la pêche. Et bien d'autres projets sont en cours dans sa petite maison médocaine, remplie de manuscrits et de carnets de notes, pour nourrir les romans à venir, bien à l'abri de sa soudaine célébrité. La notoriété, je n'y crois guère. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs, peut-être au bout du quai, face aux lumières de l'estuaire, avec jamais très loin cette première phrase du grand marin comme une perpétuelle invitation au voyage. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Boxe. Quand Élie Robert Nicou n'écrit pas, il enseigne la boxe, une salle vétuste à l'arrière de sa maison pour entraîner les boxeurs en herbe du Périgord vert. Faites des enchaînements. Mon père était boxeur professionnel et il m'emmenait voir des combats à l'Élysée-Montmartre quand j'étais petit. Mais comme beaucoup de boxeurs, il n'en voulait pas pour son fils. Et en fait, je suis rentré dans une salle de boxe après la mort de mon père et je n'ai plus quitté la boxe. J'ai écrit dessus. Ce livre, c'est Scènes de boxe, paru en 2017, un ouvrage où se mêlent portraits des grands champions du ring et l'histoire familiale d'Élie. Pour écrire ce livre, il s'est inspiré de la littérature sportive des États-Unis. Chez les Américains, il y a une sorte de style très peu académique, très, très sec, on pourrait même qualifier de vulgaire, et qui puise sa force dans cette vulgarité. Et puis ils savent raconter une histoire autour du sport, c'est surtout ça. À 55 ans, Élie est considéré comme l'un des auteurs majeurs du Périgord. Son plus grand succès, il le rencontre en 2003 sous le pseudonyme de Louis Sanders. Avec Passe-temps pour les âmes ignobles, il obtient un prix au Festival de Cognac. Dans ce polar, 4 Britanniques cherchent à retrouver l'auteur d'un livre dévoilant leurs secrets les plus intimes, une intrigue influencée par son environnement périgourdin. Ce qui m'inspire beaucoup, ça a été la présence de cette communauté anglaise à laquelle ma femme appartient et donc que j'ai fréquentée. Et d'avoir deux communautés face à face qui s'observent et toutes les possibilités que ça offre du point de vue du polar ou autre. Irremplaçable, le prochain livre d'Élie sera publié en septembre. Il y raconte son histoire familiale. Il travaille aussi sur de nouveaux romans policiers, toujours inspirés des paysages de la Dordogne. J'ai envie de dire qu'il passait dans sa maison et qu'il passait dans son jardin comme il passait sur scène, comme il dirigeait ses acteurs lorsqu'il était sur une scène de théâtre. Il jouissait du jardin à certains moments du jour, il allait sur un banc, à l'ombre, à l'abri, et il profitait surtout le soir à la tombée du jour. Il, c'était Edmond Rostand. Le jardin est celui d'Arnaga. Rostand est sa création. Rostand, le poète, l'homme de théâtre, et Arnaga, sa création de pierre et de verdure, indissociable de Cambo-les-Bains. Nous sommes en 1900. Edmond Rostand est en train de travailler aux répétitions de l'Aiglon. Et là, dans les courants d'air du théâtre, il contracte une pleurésie. Et son médecin, le docteur Granchet, que les Camboars connaissent bien, qui était un célèbre pneumologue, lui conseille de venir se soigner ici même, à Cambo. Et il décide très vite de construire ici une résidence secondaire.
Edmond Rostand choisit un haut de colline, face au premier sommet pyrénéen Baïgoula-Artsamindy-Mondarin. Il y acquiert 17 hectares, voilà 100 ans tout juste. C'est ici qu'il édifie son domaine. C'est un coup de foudre qui a été raconté par son ami Paul Faure. Un jour, Edmond Rostand était sur sa jument en train de faire tout simplement une promenade. Il était toujours à la recherche quand même d'un endroit, il cherchait un endroit et il a vu cette colline qui était pleine de broussailles. Alors il a passé à travers un petit peu les ronces, les broussailles et il est arrivé sur ce haut de colline sur lequel il y avait un troupeau de brebis en train de paître. Nous sommes en 1903, le terrain est trouvé, les travaux peuvent commencer. Le chantier va durer 3 ans. La maison elle-même, 500 mètres carrés au sol, sur 3 étages. Quelque chose d'énorme. Et donc il demande à l'architecte Joseph-Albert Tourner, qui était un architecte parisien très connu, Grand Prix de Rome, donc un grand monsieur haussmannien, de venir ici construire sa maison. Et c'est lui-même qui demande que la maison soit basque. Basque et au colombage labourdin. Et dès le début du chantier, Rostand sait ce qu'il veut. La maison et les jardins seront créés de concert et la partition est subtile. À l'ouest, sous les vents marins, un jardin à l'anglaise, façon 18e, espace sauvage et intimiste. À l'est, face aux montagnes, un jardin à la française, symétrique, imposant, presque arrogant. L'auteur de Cyrano, L'Aiglon et Chanteclair aime dérouter ses contemporains. On peut interpréter ces jardins de différentes façons. Il faut savoir que si on interprète le jardin à la française façon XVIIe siècle, c'est un homme qui domine la nature, un homme qui domine même les autres hommes. Si on se met dans le contexte début XXe siècle, l'importance de ce jardin est un homme qui vient de faire une réussite fulgurante, soit dans les affaires ou dans la société. Et là, c'est bien le cas. Puis je crois le troisième petit détail, je l'ai trouvé dans Chanteclair. Chanteclair, qui est quand même le principal personnage de la pièce et qui est ce coq de basse-cour, eh bien, dit ceci, c'est une toute petite phrase qui passe inaperçue, mais il dit ceci, « Je suis modeste, mais que mes ennemis ne le sachent jamais ». Alors, on peut penser aussi qu'Edmond Rostand a voulu un petit peu tromper les gens à travers ce jardin à la française. Malgré l'apparence que peut donner ce jardin à la française, c'était quelqu'un de très renfermé sur lui-même, très modeste et qui a été d'une très grande générosité. Je crois que Rostand a voulu cette maison un peu comme un havre de paix, un petit peu loin des tumultes parisiens, loin des querelles, loin du monde littéraire. Il aimait la nature avant tout, la grande et belle nature ici qu'il a lui-même façonnée, lui-même construite, mais il n'aimait pas forcément ni le monde, ni les grandes célébrités. À l'époque et encore 100 ans après, Arnaga est un décor de théâtre et une scène imaginée par Rostand. Les murs résonnent des œuvres du poète. Ces personnages hantent les volumineuses pièces de la maison. Amical, il doit tomber dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un lac. Descriptique, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Les comédiens Sarah Bernard, Coquelin, Marie Marquet visitent souvent Rostand et sa maison. Mais loin des mondanités, l'auteur se protège et conjure ici le sort fait à un homme réservé, devenu trop vite célèbre. Arnaga, c'est le reflet d'une vie. C'est le reflet d'un homme qui a, on peut peut-être dire, subi une gloire qui a été fulgurante et qui l'a complètement déstabilisé. En 1914, une santé fragile empêche Rostand de s'enrôler dans l'armée. Il se consacre alors aux blessés qui rentrent du front, mais 4 ans plus tard, une grippe espagnole va finalement l'emporter. Rostand n'a profité de ses jardins que 12 ans. Il était heureux dans son jardin puisqu'il a souhaité à un moment être enterré dans son jardin. Il se savait quand même fragile et malade et il disait, lorsque je mourrai, je souhaiterais être enterré dans mon jardin.
Alors, la chose ne s'est pas réalisée puisque sa veuve a décidé de transporter, de faire l'enterrement à Marseille dans le caveau familial. Mais ce souhait est quand même significatif d'un certain bonheur à un certain moment, je crois. Arnaga ne sera donc jamais le tombeau de son créateur. La villa Arnaga, vendue à des particuliers en 1922, est depuis 1961 un musée, la propriété de Cambo-les-Bains. La belle centenaire aux façades vertes puis rouges a conservé son caractère bien vivant. Entouré de ces grands arbres centenaires, le domaine de Malagar semble éternel. Pourtant, la demeure acquise en 1843 par l'arrière-grand-père de François Mauriac porte inévitablement les traces du temps qui passe dans ce décor inchangé depuis la disparition de l'écrivain. Comme dans une maison de famille, des travaux d'entretien s'imposent dans les pas du prix Nobel. Cette maison, elle est le témoin de ses choix. Donc on va les respecter et on va les conserver, simplement leur redonner un petit peu de jeune. On ne va pas en faire une maison neuve, ça c'est sûr. On va garder vraiment l'authenticité du lieu. En revanche, on va consolider ce qui est fragilisé et on va améliorer certains points, comme par exemple des interrupteurs électriques qui ne sont pas vraiment d'origine. Voilà, on va essayer de retrouver l'authenticité de la maison de François Mauriac. À l'extérieur, les travaux ont déjà commencé dans cet ancien bâtiment viticole appelé le Chai du Blanc. Les murs menaçaient de s'écrouler, ils ont été démolis et reconstruits avec les moellons récupérés sur place. Une restauration compliquée. C'est vrai que l'intervention était très très délicate et c'était effectivement un sauvetage puisque le bâtiment avait été étayé dans les années 2010 et n'était plus du tout utilisé parce qu'il présentait des risques trop importants. Donc il était temps d'intervenir pour sauver une partie du bâtiment de ce site. Sous la charpente, elle aussi consolidée, le nouveau lieu d'accueil du public offrira une bouffée d'oxygène au domaine, un peu dépassé par le nombre de visiteurs, entre 12 et 15 000 chaque année. Le Chai du Blanc sera destiné à la jeunesse, le site souhaitant développer ses ateliers pédagogiques. Il y aura toute la dimension d'accueil des scolaires, de séminaires, de groupes de travail, dans un espace qui, en termes de surface, est relativement très important. Coût des travaux, 2 800 000 € financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Dès que le Chai du Blanc sera terminé, il accueillera les meubles de la maison entièrement vidés avant les travaux. Elle fermera ses portes pour 1 an à partir du 1er novembre, mais une visite virtuelle sera proposée. Quant au domaine, il reste ouvert au public avec d'ici l'automne une vingtaine de rendez-vous littéraires face au paysage si cher à François Mauriac. Sur les bords de la Charente, Rochefort dévoile son patrimoine unique. Une histoire marquée par un homme. Derrière lui, Pierre Loti a laissé un héritage que beaucoup essayent de sauvegarder. Christelle Plessis est installée dans la ville depuis 12 ans. Photographe, elle dévoile la mémoire des lieux. Un travail qu'il a mené dans la maison de l'écrivain voyageur. C'est souvent presque des portraits kaléidoscopiques que je vais faire des gens qui ont habité dans ces lieux, à travers des petits détails, des choses qui ont été laissées dans la maison, l'usure des lieux, la manière dont ont été décorés les lieux, les différentes couches de tapisserie. Et pour moi, ça raconte plein de choses, en fait. Sur une commande du musée d'art et d'histoire, Christelle Plessis a eu un privilège, celui de pénétrer dans la maison de l'académicien. Un lieu fermé au public en 2012. Pendant 4 jours, l'artiste s'est retrouvé en tête-à-tête avec Pierre Loti. La première chose que j'ai faite, finalement, en rentrant dans la maison, c'est que j'ai pas commencé à photographier. C'est que je me suis très souvent arrêtée au milieu des pièces et j'ai écouté ce qui se passait, j'ai regardé ce qui m'attirait plus ou moins l'œil, j'ai cherché à comprendre comment la lumière rentrait dans les lieux. Et j'avais l'impression d'avoir une vraie conversation avec le Pierre Loti intime, le Pierre Loti que lui-même ne voulait pas forcément dévoiler.
Dans les rues de Rochefort, le marin a laissé de multiples empreintes. Des traces qui font le bonheur des visiteurs que Maryse Villa-Cornella guide parfois dans la ville. Alors voici donc le collège où Pierre Loti entra à l'âge de 12 ans. Passage obligé dans l'ancien collège de Pierre Loti, la salle des professeurs, où les écrits du Rochefortais peuvent prendre une toute autre saveur. Moi, j'en profite pour leur lire plusieurs extraits du roman autobiographique de Pierre Loti, roman d'un enfant où il conte, bon, il est dans un état d'usage, voilà, et où il raconte son entrée au collège. Ça commence, ce chapitre commence de la façon suivante: à partir de cette date fatale, mon histoire se gâte beaucoup. Depuis longtemps, l'auteur fait donc partie du patrimoine de Rochefort. Au musée de la ville, une exposition permanente lui est consacrée. C'est là que des centaines d'objets personnels permettent de découvrir un peu de sa personnalité. Alors derrière ces rideaux, en fait, on a des photos originales. C'est pour ça justement qu'on a mis ces rideaux afin qu'elles ne soient pas victimes de la lumière. Où on a 3 photos de Loti en tenue de soirée. Et c'est pour évoquer, si vous voulez, une des caractéristiques de ce personnage qui, venant de la petite bourgeoisie de province, devenu un écrivain extrêmement célèbre, eh bien, a pu fréquenter des personnages aussi flamboyants que l'actrice Sarah Bernard, qui est devenue sa très très grande amie. Merci bien. Clou de la visite, une expérience immersive en 3 dimensions. C'est intimement associé à l'enfance, à l'adolescence de Julien. C'est en effet dans ce salon que Muni de lunettes, le public peut voyager dans l'espace et le temps. Nous sommes chez les protestants. À une époque pas si lointaine, où la maison de l'artiste révélait encore tout son faste. Au cœur de la ville, dans 2 maisons traditionnelles du XIXe siècle, Pierre Loti créa une incroyable demeure. Un lieu que Claude Stéphanie connaît dans ses moindres recoins. C'est lui qui, depuis plusieurs années, est au chevet de cette vieille dame malade. C'est un décor de théâtre, on l'oublie souvent, et à ce titre, certaines parties n'étaient pas destinées à durer. Et donc, c'était des architectures fragiles, on va dire. Et puis, c'était une maison en dehors des quelques fêtes organisées qui était destinée à une famille. Elle a été visitée par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes depuis son ouverture au public en 1973 jusqu'à sa fermeture en 2012. Donc c'est une maison qui a souffert. C'est vraiment une maison monde en quelque sorte, enfin, à la fois une maison historiciste et une maison qui raconte les voyages qu'a pu faire Loti au long de son existence de marin. Avec seulement 24 000 habitants, Rochefort possède un patrimoine architectural et historique très riche. Une des plus belles illustrations accueille des spectacles toute l'année. Le théâtre de la Coupe d'Or a fait l'objet d'une importante campagne de restauration entre 2007 et 2012. Au total, 9 millions d'euros de travaux. Et pourtant, tout n'a pas été fait. Dans les hauteurs, sommeille un lieu étonnant. Alors ici, on se trouve dans l'ancienne salle de bal du théâtre de la Coupe d'Or, qui est un endroit dans le théâtre qui a été entièrement restauré, qui reste encore à restaurer. Vous voyez, c'est dans son jus. C'est une petite ville Rochefort avec un tissu économique qui n'est pas forcément très très dense, donc qui a peu de moyens d'investissement. Et avec un patrimoine historique très important, que ce soit au niveau de l'arsenal, des bâtiments comme la Corderie Royale, ou d'autres bâtiments au cœur même de la cité. Ici, on se trouve dans le théâtre qui a été restauré il y a peu de temps. L'autre musée géré par la ville, le musée Èbre, a été restauré également il y a très peu de temps. Donc pour Rochefort, porter seul un projet tel que celui de la maison de Pierre Loti est assez compliqué. Pour sauver les chefs-d'œuvre en péril, la Fondation du patrimoine est financée par les successions en déshérence. Elle s'est aussi spécialisée dans les appels aux dons. À Rochefort,
Une campagne de souscription a justement été lancée pour sauver un peu du patrimoine de Pierre Loti. Actuellement, on en est à 30 000 € à peu près, hein, et il y a une centaine de dons. Et ça me paraît un beau succès. Et ça a mis vraiment près de 6 mois avant de partir. Laurent Chauveau est chef d'entreprise. Il fait partie de ceux qui financeront la restauration de la collection d'armes de l'artiste. Moi, je suis arrivé ici il y a 20 ans. À Rochefort, je suis nantais d'origine, j'y ai monté mon entreprise et on m'a accompagné. Donc c'était une façon pour moi de rendre un petit peu l'appareil. Et puis la deuxième raison, c'est que en tant que passionné d'histoire, c'est quand même toujours terrible de voir un musée tel que le musée Pierre Loti qui disparaisse comme ça. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Moi, ce que j'attends de voir, c'est le canapé du Salon Bleu. Parce que ça, ce jour-là, dans les réserves du musée, Claude Stéphanie est là pour réceptionner une livraison un peu particulière. Non, absolument pas. Voilà. Mais au niveau de la dorure, c'était vraiment un nettoyage et puis une reprise partielle des lacunes. Donc une vingtaine d'objets de Pierre Loti partis en restauration pendant 1 an. Une opération qui se répète depuis plusieurs années. Le fait que les objets aient appartenu à Loti, ça leur donne une valeur ajoutée énorme. Et ce qui fait que même si c'est une pièce qui, d'un point de vue, si vous voulez, financier, n'a pas une grosse valeur, elle a quand même une valeur historique et à ce titre-là, elle doit être restaurée. Et ce qui fait qu'évidemment, tout doit être restauré. Donc c'est un chantier énorme. Oui. Nous, on va enlever les petites tables parce que les gros coffres vont venir directement là. Dans ces réserves, sommeillent les objets ayant appartenu à l'académicien. Des photographies d'époque, mais aussi les surprenants costumes de l'écrivain. Oh, c'est Mimi. Voilà, ça c'est son costume de cirque. Son petit juste au corps, mais c'est un body. Oui. Avec le pantalon. Au total, près de 5000 pièces sont stockées. Un fonds unique sur lequel veille Anne-Elisabeth Rouault, avec d'infinies précautions. Pourquoi des gants? Pour éviter que les substances qui sont sécrétées par les mains, la transpiration, même si c'est de très faible quantité, interagissent avec le métal et puissent créer des points de départ de corrosion. Pour conserver tous ces objets, plusieurs méthodes sont utilisées, avec toujours un impératif, respecter leur histoire. Conservation préventive, on met l'objet à l'abri des dégradations possibles. Conservation curative, on agit sur les dégradations évolutives pour les stopper. Et le niveau restauration, on agit sur l'esthétique de l'objet, son aspect visuel. À Rochefort, le temps est parfois compté. Car dans la maison de Pierre Loti, une situation d'urgence inquiète. Bon, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Dans la mosquée, le plafond ramené de Damas menace de s'effondrer. Attaqué par le temps et les insectes, ses polychromies sont fortement dégradées. Et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, ce type de désordre, on le retrouve, le retrouve partout. Et qu'à un moment donné, enfin, ça donne en tout cas ça donne l'idée de l'ampleur du chantier, ça c'est clair. Il n'existe que très peu d'exemplaires au monde d'une telle œuvre d'art. Pour la sauver, une importante étude a été menée. 500 000 € seront nécessaires dans un premier temps. Il préconise de débarrasser le côté toiture de tous les gravats qui l'encombrent. Il faudra procéder à une désinsectisation. On a une structure qui est presque spongieuse, tellement elle est percée de galeries de larves. Donc il faut consolider le support. Et puis, à partir de là, on va traiter également le côté couche picturale en procédant à des refixages. Pour trouver un tel financement, Rochefort peut s'appuyer sur un homme,
On vous surnomme donc désormais Monsieur Patrimoine. Stéphane Bern a eu l'idée d'un loto pour sauver le patrimoine français. Ce patrimoine appartient à tout le monde. Patrimoine, c'est un bien commun, collectif. On en est tous les dépositaires et les défenseurs. Vous avez du patrimoine, des jardins. Vous avez la maison de Pauline Viardot. On a entendu le reportage. Tout à l'heure, c'est une maison d'illustres. Pierre Loti à Rochefort. Plus de 200 monuments pourraient en profiter. La maison de Loti et le plafond de sa mosquée en seraient l'une des grandes bénéficiaires. Dans l'ancienne école de médecine navale, ici aussi, on tente de préserver l'héritage de l'auteur. Une fois par mois, depuis 2012, Françoise Ebras organise des causeries autour de Pierre Loti. Est-ce que quelqu'un veut le lire tout seul ou bien deux? On va le partager peut-être. Nous entendons tout à coup un petit miaou d'appel. C'est le chat, c'est-à-dire le chat siamois. Là, pour l'instant, ils le font vivre, mais ils font connaissance avec lui. Donc, dans 10 ans, quand la maison va réouvrir, mais j'espère que là, plusieurs d'entre eux vont prendre ma place pour pouvoir refaire à nouveau de ces causeries et pouvoir transmettre, eux, à d'autres enfants plus jeunes ou à des adultes. Mais au moins que ce flambeau soit transmis, qu'on parle de Loti le plus longtemps possible. Des rencontres pour petits et grands, moments d'échange et de lecture. Certains viennent ici depuis plusieurs années. Ça permet d'avoir une culture différente par rapport aux gens de ma classe. Et donc, par exemple, dans mes rédactions, je peux écrire des passages de Pierre Loti et donc avoir une culture plus variée et avoir des meilleures notes. Parfois, on fait aussi des sorties sur les endroits où il est passé et il a laissé des traces. Quand vous aurez 90 ans, vous lirez encore des romans de Pierre Loti ? Oh oui, sûrement. Je le souhaite. Sauver entièrement la maison de Pierre Loti coûtera au moins 10 millions d'euros. Pour y parvenir, la ville pourrait signer un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Dans quelques années, les visiteurs découvriront peut-être à nouveau un peu de l'univers de l'écrivain voyageur. Guillaume se préparait pour la transhumance, mais il avait beau compter et recompter, il manquait 6 moutons dans le cheptel. La nuit avait fait son travail de sape. Il aurait suffi de lire l'avenir dans les balles du chasseur. Pour la première fois, le berger comprenait ce qui lui arrivait. Il y avait une logique. Un chien, 6 moutons. C'était le taux d'usure que Joseph avait établi. La Certitude des Pierres raconte l'histoire de Ségurian, un petit village de 400 habitants dans le sud-est de la France, où vont s'opposer un groupe de chasseurs et un berger. Le berger s'installe dans son bon droit, mais sur le territoire de chasse de ce groupe. Et ça va être l'antagonisme entre ces deux entités qui va faire tout l'enjeu du roman. Ce qui m'a séduit, c'est les deux personnages principaux, à savoir Joseph, qui est le chef du village, disons, le chef des chasseurs, le chef de tout, le bâtisseur, et Guillaume Levasseur, ce jeune berger qui va s'installer et qui est aussi déterminé que peut l'être Joseph. Ils ont tous les deux des caractères très forts. En même temps, ils se posent des questions tous les deux, mais leur certitude et leur entêtement va prendre le dessus. Jérôme Bonetto est né à Nice, il a écrit déjà plusieurs ouvrages. C'est le premier aux éditions Incultes. Moi, je l'ai découvert grâce à ce livre. Et il vit maintenant à Prague où il enseigne les lettres et le cinéma. C'est un style très noir, mais plongé dans l'humain en même temps. Plus ça va, plus les sentiments se renforcent et plus le style se fait fort, court, narratif et intéressant. J'ai été tenue par l'intrigue et j'ai aimé le personnage de Joseph qui, malgré tout, a de l'admiration pour ce Guillaume qu'il ne comprend pas bien, mais dont il voit que c'est un travailleur. Mais malgré tout, c'est le chef du clan, c'est le chef du village. Il ne peut pas s'empêcher d'aller contre. C'est ce qui m'a séduit aussi, c'est que ça parle un peu de notre civilisation maintenant, où les gens ne s'écoutent plus, où on vit les uns à côté des autres sans se parler, et on a des certitudes et on se braque dans ces certitudes. À l'été 2016, une nouvelle bataille s'engage.
Sans autorisation, Landra entame des travaux préparatoires dans le bois Le Juc. Pour la première fois, le chantier de Sigéo devient concret. L'emplacement est stratégique. Cette forêt de 220 hectares serait située juste au-dessus des 270 km de galerie. En lieu et place du bois, 5 puits seraient creusés pour ventiler les rejets de gaz radioactifs et d'hydrogène et acheminer le matériel. Les habitants du coin, jusque-là silencieux, vont relever la tête. 100 000 ans, c'est une bande dessinée et ce livre, en fait, retrace toute l'aventure de la ZAD, en fait, qui a été assez célèbre, de Bure, où on projette d'enfouir des déchets pour 100 000 ans, des déchets ultra radioactifs, sur un chantier qui pourrait durer jusqu'à 130 ans. Et donc c'est une enquête en fait réalisée par 2 journalistes, Pierre Bonneau et Gaspard Dalins, et mise en dessin par Cécile Guillard. C'est une vraie enquête, et avec à la fin du livre tous les documents qui prouvent ce qu'ils affirment dans la bande dessinée. C'est très agréable à lire, c'est très fluide. Et on comprend très bien tous les enjeux qu'il y a derrière l'implantation de ce lieu d'enfouissement dans la Meuse. Ce qui m'a plu, c'est justement de retrouver dans cette bande dessinée la trace des choses que nous avons vécues en Limousin. Par exemple, justement, en 2000, nous avons été choisis pour l'enfouissement des déchets. Et c'est parce qu'il y a eu de la rébellion que cela ne s'est pas produit. Je trouve que raconter ces événements graves de cette manière-là, ça sensibilise au phénomène qui est bien sûr une question qu'on est en droit de se poser. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets nucléaires si on continue à travailler avec le nucléaire? Donc tout le monde se pose cette question, évidemment. Personne n'a envie d'avoir ça chez soi. Des raisons, on peut toujours en trouver. Des bonnes ou des mauvaises. En pagaille. Mais c'est pas mon boulot. Il y a des spécialistes pour ça. Ils vont sûrement me poser 1 milliard de questions sur les coups que j'ai pris quand j'étais môme, sur les trucs que je voyais à la télé. Après ça, ils me montreront des tâches qui ressemblent à rien. Et ils attendront que je leur dise à quoi ça ressemble. Je mourrai pas gibier de Alfred, qui s'est directement inspiré du roman de Guillaume Guéraud. Ça raconte dès la première page l'histoire d'un adolescent dans le Médoc qui va tuer toute sa famille et les invités lors du mariage de son frère. Et le reste de la BD, donc, va essayer de nous faire comprendre la grande question qui est pourquoi. Ça se passe dans le Médoc, dans un village reculé où il n'y a que 2 horizons possibles, la scierie ou le château de Vigne, parce que c'est les 2 piliers de l'agriculture dans le Médoc, et où il y a une forme de misère sociale, économique, culturelle pour pas mal de gens, qui va déboucher sur de la violence. Guillaume Guéraud est un romancier né à Bordeaux il y a une 50aine d'années. Il a gagné des prix pour le roman initial. Alfred, lui, est installé à Bordeaux et c'est un auteur important. Il a gagné 2 fois un Fauve à Angoulême, qui est le prix le plus prestigieux en Europe pour la bande dessinée. C'est un dessin libre qui est assez jeté, qui est assez instinctif, qui est très très artistique. Alfred, c'est également un peintre. Ce qui m'a plu, c'est une vraie chronique sociale où l'auteur ne cherche pas à nous dire pourquoi ce gamin a tué, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez lui, tout ça, etc. Pas du tout. Ce qu'explique ce livre, c'est comment une misère sociale, une misère économique, une misère culturelle va faire en sorte que la violence devient un mode de relation entre les êtres humains. Et ça reste quand même assez universel. Ça va se rapprocher d'un film comme Bowling for Columbine de Michael Moore, vous savez, de tuerie dans les facs américaines où ce qui est important, c'est pas tellement le tueur, c'est pourquoi il y a des conditions socio-économiques qui font qu'on arrive à une telle violence. C'est ça qui est intéressant.
Un imaginaire vertigineux, un trait génial et une main infatigable. Le dessinateur d'humour est une star, le monde entier en est fan. Jean-Jacques Sempé vit à Paris, mais c'est en Gironde qu'il est né. Tout a commencé dans cette école de Bordeaux. Là, l'enfant est heureux, mais est-il un bon élève? C'est pas ce que j'aurais dit de moi. Bon élève, non. Non. Mais rigolo. Ben oui, j'aimais l'école parce qu'on pouvait chahuter. L'école, les copains, le foot, les vacances. Très vite, sa vie l'inspire et avec son ami Goscinny, il crée un personnage. On était encore très jeunes à l'époque et on se racontait nos histoires d'enfance. Cette enfance, le journal Sud-Ouest en fait en 1959 une histoire à succès. Le conte pour Pâques, c'est donc l'œuf de Pâques avec un conte de Goscinny, mais illustré de cette façon très particulière par Sempé. Et ça, c'était un tel succès, les lecteurs écrivent, adorent, en redemandent, et ça devient ensuite une histoire régulière dans les colonnes de ce dimanche. C'est un petit garçon rêveur qui est toujours un peu à côté de la plaque, mais qui regarde avec son œil ses parents et le monde des adultes en train de s'évertuer à vivre. Et de ce point de vue-là, on reconnaît déjà ce qui va devenir le génie de Sempé. Le petit Nicolas devient un album, un best-seller. Mais entre-temps, le jeune homme bordelais a eu un coup de foudre. Dans les années 50, il a 18 ans, il a envie de Paris, il monte à Paris, il découvre cette ville incroyable, le métro, le bus, la vie parisienne, l'ambiance. Ah oui, il y avait une très grande bonhomie qu'avaient les Parisiens qui était très amusante. Paris Match, Le Figaro, L'Express, Le Nouvel Obs, son dessin lui vaut la faveur de toute la presse. Aujourd'hui encore, son esprit colle à celui de Télérama. On ne se prend pas au sérieux, on sait qu'on est de passage, mais qu'on n'est pas d'énormes personnalités, que voilà, on est minuscule par rapport aux majuscules. Et... Qu'est-ce qu'il est moche, ton costard. T'es con. Outre-Atlantique, l'énergie américaine l'émerveille. Le New Yorker lui offre sa couverture. C'était il y a 40 ans, une consécration. J'étais très content de travailler avec le New Yorker. Ma vanité était très flattée. Et le rêve ne s'arrête pas. Désormais, il compte 107 couvertures du New Yorker, 40 albums. Ses œuvres traversent la planète, Brésil, Chine, Allemagne, Corée, mais Sempé reste le chouchou des Bordelais. C'est toujours bon enfant, ça va, ça fait du bien, surtout en ce moment. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin de fraîcheur comme ça. Il y a plein de références et souvent dans des situations dans la vie, je retrouve des petits trucs de Sempé, ça c'est marrant. Ne serait-ce que pour les gens en vélo, les gens qui courent, enfin voilà, il y a plein de petits clichés comme ça. Il propose un regard qui est un miroir à notre personnalité. C'est-à-dire que quand on regarde un dessin de Sempé, quand on prend le temps de feuilleter un album de Sempé, on a une vision du monde qui nous impose, qui nous propose plutôt de regarder le monde d'une certaine façon et de voir nos défauts et nos éventuelles qualités, mais aussi notre orgueil, notre vanité, voilà, on n'est pas terrible comme humain souvent, et lui pointe ça sans nous faire mal, sans juger. Ses expositions jouent toutes les prolongations, comme celle-là, musique, l'histoire de sa propre passion. C'est pas un humour à gorge déployée, c'est juste une poésie de situation qui nous prend par surprise et qui est touchante, quoi. On a très peu. J'aime beaucoup son ironie, les couleurs et sa légèreté. Si la carrière est sans flottement, sans fausse note, la technique ne sort d'aucune école. Il n'est pas du genre à rouler dans les brancards. Je crois que ce qu'il cherchait, en fait, c'est la légèreté. Voilà, c'est une quête de la légèreté. On voit ça dans l'évolution de son trait en particulier, qu'il a cherché à s'extraire de la lourdeur du monde et d'en faire profiter les lecteurs. Alors voilà, par exemple, un truc...
Au début, on ne sait pas ce que c'est, on a cette chose très abstraite, puis rapidement, on va voir que ce sont des immeubles et des bagnoles. Et puis notre regard va glisser vers des personnages qui sont minuscules, et puis vers le texte. Donc en fait, il a, chez Sampé, ce qui est très très réussi, c'est très maîtrisé, c'est la façon dont il guide le regard du lecteur en fait. Jean-Jacques peut refaire 10 fois le même dessin pour trouver la bonne expression de la petite dame qui entre dans une église et qui dit mon Dieu, faites en sorte que tout se passe bien, etc., etc. Donc c'est le dessin qui propose cette façon de voir le monde. C'est un dessin hyper simple, il va à l'essentiel, c'est l'élégance aussi, Sampé. Au lieu de mettre de la couleur, des traits partout, beaucoup d'effets, lui c'est par l'épure qu'il va faire passer un message très poétique et qui ne vieillira jamais. Et aujourd'hui, quand on l'interroge sur l'avenir du dessin humoristique de presse, le doute s'installe. C'est une catégorie qui se meurt un peu. Hélas. Si ça n'existait plus, ce serait dommage. Parce que ça, on aura toujours besoin de ce regard un peu à côté. C'est quelque chose qui est même vital pour nous. Pour pouvoir un peu sourire, un peu prendre les choses un peu plus légèrement, et d'une certaine façon d'ailleurs, donner à réfléchir. Passionné de jazz et de classique, enfant, il rêvait d'être musicien. Il est devenu un virtuose de l'humour. Je ne suis pas Monet, je ne suis pas le roi de la couleur. Quand il fait beau, je fais le ciel bleu. Quand c'est l'orage, je noircis. Quand il pleut réellement, parfois je zèbre le dessin d'un éclair. Mais c'est tout ce qu'on pourra me trouver comme création de l'univers coloré de notre temps. Ce regard rieur et tendre n'en finit pas de composer des symphonies de couleurs que son auteur joue avec une infinie délicatesse et un talent sans frontières. On est libraire et on est des passionnés, donc on veut que les auteurs viennent chez nous, voilà. S'il vous plaît. Attendez, parce que moi j'ai un calme Et voilà, là j'ai la chance d'entrer dans mon théâtre Trianon qui est le plus vieux théâtre de Bordeaux, hormis l'opéra, mais lui il est hors concours. Et quand je rentre dans ce théâtre, j'ai toujours une émotion, ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais étudiant à Limoges. Et c'est sur la scène du Grand Théâtre de Limoges que j'ai découvert le théâtre. Et du coup, pour finir ces nuits de la lecture, avec vous, j'ai choisi un auteur limousin, justement, qui parle de théâtre. C'est Georges-Emmanuel Clancier. Il en parle avec une histoire d'amour qui se passe sur scène. Et le titre de ce livre, qui est L'éternité plus un jour, en plus fait référence à une pièce de Shakespeare qui s'appelle Comme il vous plaira, où quand Orlando dit à Rosalind combien de temps il l'aimera, et il lui répond L'éternité plus un jour. C'est beau, hein ? Pour la première fois, nous allions répéter sur la scène. Élisabeth et moi étions arrivés plus tôt pour accueillir les autres. La gardienne du théâtre nous ouvrit la petite porte qui donnait accès, par un escalier en colimaçon, aux coulisses. En même temps, elle abaissa la manette d'un compteur électrique qui commandait l'éclairage. Je n'avais encore jamais visité de coulisses. Instinctivement, je baissai la voix, comme si les hauts portants, les cintres, les cordages qui se perdaient dans les hauteurs évoquaient pour moi une cathédrale. Betty, au contraire, parlait fort, avec une sorte de volonté joyeuse. Elle me montrait les décors désuets, les accessoires entassés dans les coins, la place du régisseur, celle du pompier.
Elle essayait des éclairages en actionnant au hasard des manettes et nous étions tour à tour plongés dans le feu, dans une eau verdâtre, dans un soleil blafard, dans le crépuscule. Le rideau était levé et la salle me semblait un gouffre noir où brillaient çà et là des ors et des pourpres. Jamais Betty ne m'avait paru aussi animée. À un moment, elle se planta au milieu de la scène, fit une révérence vers la salle. « N'est-ce pas merveilleux ? C'est impressionnant. Vous voyez, d'ailleurs, Henri, avez-vous remarqué ? Vous ne parlez pas, vous chuchotez. Oui, un peu comme dans une église. » Elle me saisit le bras. « Une église, vous l'avez dit, Henri, une église !» Puis, sans me lâcher, elle ajouta « Dites, si on s'habillait ?» Elle me tira derrière un cintre où nous avions laissé les valises contenant nos costumes. Elle s'éloigna un peu. J'entendais le bruissement des étoffes pendant que je troquais mes vêtements de ville contre pourpoint et haut de chausse. Sa voix résonna de nouveau. Il me semblait qu'elle emplissait l'abîme sombre au-delà de la rampe. « Et voici Célia, la fille du duc, la fille de l'usurpateur, la fidèle amie de Rosalinde. Approchez, noble Olivier. » Elle changea de ton. « Venez m'aider à boutonner ma robe. Elle a une rangée de boutons. » Par l'échancrure en vrai, je découvrais ses épaules, son dos mince et brun. Elle était nue sous la robe de princesse, comme son torse paraissait souple, un peu ployé à la taille si étroite. Troublé, je restai un instant immobile. J'avais follement envie d'embrasser, de mordre cette chair délicate. « Eh bien, s'étonna-t-elle. » Avec des doigts tremblants, je boutonnai la robe. « Merci, Olivier, vous êtes un noble personnage, mais un bien mauvais habilleur. » Elle se retourna, me prit la main. « Venez !» Elle m'entraîna sur le devant de la scène. Les feux de la rampe m'éblouissaient. « Vous êtes Olivier et je suis Célia, » dit-elle en riant. Les lumières faisaient briller ses dents humides. « La pièce est finie, le public nous acclame, nous saluons. » De sa main libre, elle fit bouffer la jupe orange où scintillaient les bandes de papier argenté, esquissa une révérence. « Allez, allez, faites comme moi, il vous faut apprendre à saluer. » Il fit une grimace qui fronça les ailes de son nez. « C'est la rançon de la gloire. » Elle marqua 2 pas en arrière, je reculai aussi, puis elle revint vers la rampe en redressant sa taille. « Maintenant vous êtes Othello et moi Desdémone, et vous êtes aussi Roméo et moi Juliette, le Cid et votre chimère. Ce pourpoint rouge à crever jaune vous va comme un gant, et je vous vois très bien en Cid Roméo Othello. Ah, pour Othello, il faudrait pour sûr qu'on vous passe la figure au bourdonnois. » Elle s'esclaffait, redevenait grave, riait de nouveau. « Comme vous êtes enfant. » Elle lâcha ma main, s'écarta un peu. Je craignis de l'avoir blessée. « Vous ne croyez pas si bien dire. » Elle se mit à marcher sur la scène. « Ici, au théâtre, je retrouve une âme d'enfant. » Elle s'arrêta devant moi. « Vous comprenez, ici, on peut être ce qu'on veut. Lorsque vous étiez enfant, vous avez dû jouer à être un Indien, un explorateur, un brigand, un roi, un cheval, non ?» J'approuvais de la tête. Et au bout d'un moment, ce n'était plus un jeu. Vous deveniez pour de bon cet Indien, ce bandit ou ce roi. Le théâtre, c'est la même chose. C'est aussi merveilleux que les histoires d'enfants. Vous verrez, dans quelques jours, quand la salle sera pleine et vivante, que vous sentirez l'ombre comme un être immense qui vous regarde, qui vous écoute. Vous verrez, vous serez ce traître, ce fourbe d'Olivier. Vous vous apprêterez à faire tuer votre frère, puis vous serez ce garçon envahi par la grâce et par le repentir. Et moi, Henri, je ne serai plus la fille de Madame Garou. Je ne serai plus la petite bourgeoise condamnée à vivoter dans la maison familiale qui se déglingue. Non, je serai Célia, la fille du duc. Et je serai la fidélité, le dévouement incarné, la parfaite amie, la sœur, par le cœur et l'esprit de Rosalinde. Elle fit 2 ou 3 pas, s'immobilisa, tendit les bras avec un mouvement ondoyant des épaules. Sa voix s'éleva comme un chant, et pourtant, on croyait entendre un langage de tous les jours. « Tu ne ressens donc pas, Rosalinde, l'amour qui te dit que toi et moi ne faisons qu'une ? Quoi ? Nous serions arrachés l'une à l'autre ? Nous nous séparerions, ma chérie ? Oh non, que mon père cherche une autre héritière, et décidons ensemble le plan de notre fuite, le lieu où nous irons, et ce que nous emporterons avec nous. Ah, n'espère pas garder ton malheur pour toi. N'espère pas le garder pour toi seul. Car, par le ciel, déjà toute pâle de nos douleurs, tu auras beau dire, je te suivrai partout. » Elle sembla écouter une réponse, laissa retomber les bras, ferma les yeux. J'allai vers elle. « Comme vous êtes belle, Célia, et touchante. » Elle me regarda,
Se demandait-elle si mes paroles s'adressaient à elle ou à son personnage? Et sans doute, ne le savais-je pas moi-même, je poursuivis ce qui était en train de devenir un jeu ou n'était pas un jeu. Oui, Célia, si belle qu'on voudrait ne plus vous quitter, vivre pour vous. Un instant, une expression de peur assombrit son visage, puis elle éclata de rire. Eh bien, Henri, vous êtes doué, vous m'en remontreriez pour le théâtre. Elle redevint grave pour dire « Vous voyez, j'avais raison. Le théâtre, c'est comme l'enfance. Nous ne savons plus qui nous sommes, ou plutôt, nous avons échappé à la fois à la pièce que nous jouons et à notre existence. » Célia et Olivier, pendant cette minute, se sont mis à vivre pour leur propre compte. Elle sourit de nouveau et... Si j'ai bien compris Olivier faisait bel et bien une déclaration à Célia. Vous voyez, je suis bien d'accord avec Victor Hugo quand il disait « La lumière est dans le livre. Ouvrez-le tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le vivre. » En ce jour où la culture est un peu morte, il faut bien le dire, où tout est à peu près éteint, la seule culture qui reste, c'est le livre. Alors je vous souhaite une excellente nuit de la lecture à tous.